Dans cette vidéo, on va parler de la vitesse d'obturation et de la cadence. On va essayer de bien comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce qui les différencie, mais surtout, on va voir quel effet on peut obtenir à la prise de vue en jouant sur l'un, sur l'autre, ou les deux. Let's go! Cadence et vitesse d'exposition sont souvent confondues par les débutants, certes les deux sont liés, pour ne pas dire littéralement enchaînés l'un à l'autre, mais c'est important de comprendre la différence et qui fait quoi exactement. C'est pour cette raison que je ne fais pas de vidéos séparées sur ces sujets. Pour bien comprendre le contenu de cette vidéo, je dois rappeler une prémisse essentielle. Une image animée, ça n'existe pas. Le réel n'est qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ce qui existe, c'est une succession d'images fixes. Et la nuance est grande. Autour de 1830, le physicien belge Joseph Plateau fait une découverte importante. Quand la lumière atteint l'œil, l'image reste imprimée dans la rétine une fraction de seconde. Si dans ce court laps de temps, l'œil reçoit une autre image, alors ces deux images semblent se superposer. C'est la persistance rétinienne. Conjuguée avec l'effet phi, la succession d'images semble alors créer une impression de mouvement. La chronophotographie d'Edward Muybridge en est une parfaite illustration. C'est maintenant, mon ami, qu'on peut parler de la notion de cadence. Pour reproduire le mouvement, on a besoin de capter et de diffuser un certain nombre d'images par seconde. Idéalement, si ce nombre d'images par seconde à la prise de vue est le même que le nombre d'images par seconde à la diffusion, on va obtenir une reproduction des mouvements à une vitesse normale. Mais au début du cinéma, pendant toute la période du muet, les caméras et les projecteurs fonctionnent à manivelle. Le rythme dépend de l'opérateur. Si bien que la cadence, elle, varie entre 16 et 18 images par seconde. À une vache près, quoi. C'est pas très précis. T'as dû le remarquer, aujourd'hui, ces films muets paraissent accélérés. Justement parce qu'on ne diffuse plus à 18 images par seconde, mais à des cadences supérieures qui, par conséquent, accélèrent le rythme du film. À l'époque, par contre, le mouvement restitué semblait tout à fait normal, avec la manivelle. Pourquoi on n'est pas resté sur 18 images par seconde? Fin des années 20, mon ami, l'arrivée du parlant bouleverse toutes les pratiques au cinéma. Pour synchroniser l'image et le son correctement, on peut plus être approximatif avec une manivelle. Il faut se caler sur un rythme constant de défilement pour caler l'image et le son. Donc il faut motoriser caméra et projecteur. Mais bon, encore faut-il mettre d'accord toute l'industrie sur ce que va être cette nouvelle norme de cadence. À combien d'images par seconde est-ce qu'on va filmer et diffuser nos films en salle? Donc, il fallait prendre en compte trois aspects importants. Un nombre d'images par seconde suffisant pour restituer l'impression de mouvement à l'écran. Ensuite, assez de longueur de pellicule pour chaque seconde, pour retranscrire correctement les variations sonores, sur une piste optique, tu sais, qui fait des petits zigouigouis comme ça. Et quand même, tenir compte des coûts de pellicule, car oui, plus t'as d'images par seconde, plus t'as besoin de pellicule, et plus ça coûte cher. Je sais pas qui a tranché, si tu connais la réponse, vas-y, partage. Toujours est-il que le choix s'est porté sur le 24 images par seconde. Pile poil 45 cm de pellicule par seconde. La norme de 24 images par seconde, elle est toujours présente aujourd'hui au cinéma. Même si avec le numérique, on a bien plus de souplesse pour la diffusion. T'as peut-être pu voir certains blockbusters comme Le Hobbit être captés et diffusés en 48 images secondes. Jiminy Man avec Will Smith en 120 images par seconde, notamment dans l'intention de fluidifier le mouvement pour la 3D stéréoscopique, mais on reste au cinéma sur la norme historique de 24 images par seconde. C'est comme ça.
À côté du 24 images par seconde, on a deux normes qui viennent de la télé. Le PAL, 25 images secondes, pour l'Europe et la vaste majorité du monde, et le NTSC, 30 images par seconde pour les États-Unis et quelques autres. Tout ça à cause du système de distribution électrique qui est différent entre ces groupes de pays. 50 Hz en Europe, 60 Hz pour les États-Unis. Donc il fallait que la cadence soit un multiple de la fréquence du courant alternatif, sinon les calculs sont pas bons, mon ami. Aujourd'hui, on a presque plus ce problème, par exemple, mais si tu filmes un écran qui fait un effet de balayage ou de scintillement, c'est que la cadence de prise de vue n'est pas alignée sur la cadence des images de l'écran que tu filmes. Sur ta caméra, la cadence peut être désignée soit par l'unité IMS, image seconde, soit par FPS, frame per seconde, soit juste par P, pour Progressive Frame. Si tu vois un constructeur qui te vend une caméra qui filme du 120p, c'est du 120 images par seconde. Pourquoi P ? Pour distinguer des images entrelacées, notées I, de l'ancien système vidéo. L'idée des images entrelacées, le 50i, c'était simplement de pouvoir envoyer 2 demi-images par modulation de fréquence, et de les entrelacer à la diffusion pour restituer le mouvement. C'était plus facile, plus léger pour la bande passante, et ça créait des images très fluides, qui marquent vraiment le style vidéo de l'époque. Je te le dis juste, si tu touches à des caméras un peu vintage comme j'ai là, ne sois pas surpris de filmer en 50i. Bref, nous en Europe, par défaut, on utilise le 25p. Le 25 images par seconde. Je vais revenir sur ce qu'on peut faire pour s'amuser avec des variations de cadence, mais d'abord, pour reproduire fidèlement les mouvements des comédiens dans nos 25 images par seconde, on doit respecter une condition. Chaque image doit être exposée avec une vitesse d'obturation 2 fois plus rapide que la vitesse de cadence. C'est quoi ce bazar tout à coup ? On parlait de cadence, là on embraye avec la vitesse d'exposition. Hein ? Où est-ce qu'on va comme ça ? Bon, on va prendre un peu de distance avec la photographie. Quand on prend une photo, c'est la beauté de la chose, je trouve, on renferme une certaine quantité de temps dans une image. Ce temps, ça peut être 1/200 de seconde, comme ça peut être 5 secondes, 1 millième de seconde. Voilà. Combien de temps tu laisses ouvrir ton robinet de lumière avant de le fermer ? Typiquement, si on prend en photo une cascade avec un temps très court, on va figer les gouttes d'eau. Alors que si on utilise un temps long, on va voir les traînées de la chute d'eau. On agit visuellement sur ce qu'on appelle le motion blur, le flou de bouger. Même chose si tu photographies une voiture qui passe devant toi, avec un shutter très court, on aura l'impression que cette voiture est à l'arrêt. Si tu utilises un shutter plus long, tu vas voir la traînée qui va retranscrire un peu mieux cette impression de vitesse. Sur un temps d'obturation long, on a même la possibilité de faire ce qu'on appelle du light painting, c'est-à-dire d'avoir un temps d'exposition en plusieurs secondes pour dessiner quelque chose avec de la lumière. Pour toi, cadeau, je te fais un cœur pour que tu t'abonnes. Bon, c'est juste ça, la vitesse d'obturation. Combien de temps je laisse passer la lumière dans le capteur pour exposer mon image ? D'ailleurs, on dit vitesse, mais tu remarques que c'est une durée en fait, c'est en secondes. La vitesse, elle est plutôt côté mécanique du dispositif, où l'appareil doit aller vite ou pas pour fermer et ouvrir. Donc tu vois, on peut parler de durée d'exposition, durée d'obturation, vitesse d'exposition, tout ça c'est pareil. En anglais, c'est shutter speed. Et cette durée, comme je le disais, elle impacte le flou de mouvement. Bon, sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est la vidéo. Comme je t'ai dit, l'image animée n'existe pas. C'est juste une succession d'images fixes. Et pour chacune d'elles, on doit aussi ouvrir et fermer notre robinet de lumière avec une certaine durée d'exposition. Sauf que dans ce contexte, comme chaque image existe pour 1/25e de seconde, la vitesse de défilement, on doit ouvrir et fermer le robinet avec une durée plus courte que ça sur chaque image. C'est logique. Bon, par défaut en vidéo, on utilise une vitesse de shutter 2 fois plus courte que celle de la cadence. Donc 1/50e de seconde pour 25 images par seconde. Ça crée un compromis entre assez de flou de bouger pour avoir une certaine fluidité du mouvement, mais une image assez nette pour ne pas que ça semble irréel. Cadence et vitesse d'obturation sont tellement liées que quand on a fait les caméras pellicules,
L'obturateur, c'était un demi-disque qui tournait sur lui-même devant la fenêtre de la pellicule. Et c'était calé mécaniquement sur le défilement des images. La conséquence, c'est que pour chaque image, le demi-disque laissait passer puis obturer la lumière successivement afin de respecter ce ratio de temps d'exposition sur temps de défilement pour chaque image. Comme ce demi-disque, c'est un objet rond, on peut le mesurer en angle, comme un rapporteur. Donc par défaut, le shutter exprimé en angle, c'est 180 degrés. Après, on peut intervenir sur cet angle pour le modifier. Par exemple, à 90 degrés, on a refermé un peu notre disque, on n'en a plus qu'un quart qui laisse passer la lumière. Et ça réduit le flou de bouger. L'avantage de ce dispositif de demi-disque, c'est que quelle que soit la cadence qu'on utilisera, cette mesure en angle fait qu'on va exposer l'image la moitié du temps du défilement de l'image, t'as compris? Donc tu restes à 180 degrés, t'es sûr d'avoir une reproduction fidèle du mouvement avec le même flou de bouger tout le temps que tu sois à 25 ou 100 images par seconde. Je te le dis parce que t'as des caméras numériques qui peuvent afficher la vitesse d'obturation en angle, donc c'est bon à savoir. Par contre, si ton obturateur est exprimé en secondes, là, t'es obligé d'adapter manuellement le réglage sur ton appareil dès que tu veux changer de cadence. Si par exemple je tourne à 100 images par seconde, je dois avoir un shutter 2 fois plus court, et donc entrer manuellement 1/200 de seconde. Bref, valeur par défaut, condition classique de tournage, c'est 180 degrés ou 1/50 de seconde pour 25p. Maintenant, nous on est au cinéma, on peut s'amuser, on peut s'écarter de ces valeurs pour obtenir des effets particuliers. Donc, quels effets et comment? On va s'écarter du respect de la règle shutter 2 fois plus court, mais en gardant une cadence de 25p standard. Donc soit on va aller sur des temps plus longs que 1/50, comme 1/10 de seconde, soit on va aller sur des temps plus courts, beaucoup plus courts, comme 1/500 de seconde. Qu'est-ce qui va se passer en vidéo? Suspense! Alors, sur des valeurs de shutter courtes, comme 1/200 de seconde, 45 degrés, on va figer le mouvement dans chaque image. Ça va créer un effet de saccade. T'as l'impression que les images se bousculent, mais le nombre d'images par seconde, c'est toujours le même. Il y a une petite formule qui nous permet d'avoir l'équivalence du temps d'obturation en secondes et de le passer en angle. Cette formule, c'est celle-là. Angle d'obturation égale vitesse d'obturation fois cadence d'image fois 360. Si tu veux par exemple l'équivalent en angle de 1/500 de seconde, angle d'obturation égale 1/500 fois 25 fois 360. Ça fait 18 degrés. Le shutter court, c'est un effet intéressant pour filmer des scènes de tension, de combat, pour traduire une certaine nervosité, une urgence. Kaminski, le chef-op de Spielberg, parle de staccato, pour prendre un équivalent musical. D'ailleurs, pense à la scène de débarquement dans Il faut sauver le soldat Ryan. Shutter court, c'est le chaos, ça donne l'impression que tout se passe vite, on est dans la nervosité, le chaos de l'événement, ça te prend comme ça. Bon, attention garçon, quand même, parce que quand tu touches au shutter, vitesse d'obturation, tu as une influence sur l'exposition. Si tu es courte, le shutter, tu vas obscurcir l'image. C'est normal. Si tu remplis ta baignoire pendant 5 minutes, t'as 2 fois moins d'eau que si tu la remplis 10 minutes. Pour un capteur de caméra, c'est pareil avec la lumière. Si tu laisses passer la lumière 2 fois moins longtemps, t'as 2 fois moins de lumière. 2 fois moins de lumière, c'est un diaph. Donc avec des chiffres, tu passes de 1/50 classique à 1/200, tu captes 4 fois moins de lumière. Et 4 fois moins de lumière, c'est 2 diaphs. 1/50 à 1/100, tu perds un diaph. 1/100 à 1/200, tu perds un autre diaph. Donc garde bien ça en tête. Dès que tu réduis par 2 fois moins de lumière, tu perds un diaph. Derrière, ça veut dire qu'il faut pouvoir compenser cette perte d'indice d'exposition. Soit en ouvrant l'iris, soit en poussant la sensibilité. Cas inverse, si on utilise des temps d'obturation longs.
plus long que celui de la cadence, on va avoir des traînées de lumière, on va avoir du motion blur, beaucoup de flou de bouger. Donc avec un obturateur en angle, tu pourras pas aller au-delà de 360 degrés, c'est normal. Notre robinet de lumière, il est ouvert à fond, c'est 1/25e de seconde. À 360 degrés, du coup, c'est un effet assez chelou, peut-être pas assez pour créer un vrai effet, mais assez chelou pour voir qu'il y a quelque chose qui est bizarre dans les mouvements de l'image. Donc, sur les caméras numériques, on peut avoir un effet slow speed shutter avec beaucoup de motion blur quand on va en dessous de 1/25e de seconde. C'est-à-dire un temps plus long que celui du défilement de l'image par défaut. Ça va créer du flou de bouger, ça va créer des traînées exagérées comme ça, et ça peut être intéressant comme effet. Ça peut évoquer la confusion, quelqu'un qui est déconnecté du temps, qui est drogué, sur le point de s'écrouler. C'est un effet souvent utilisé sur les flashbacks aussi, pour créer un style qui se démarque du présent, retranscrire la confusion du souvenir. On va être sur des valeurs comme 1/10e de seconde. Par conséquent, notre robinet de lumière, il est ouvert longtemps, on va peut-être avoir une surexposition. Donc soit on ferme l'iris, soit on utilise des filtres ND. Entre 1/50e et 1/10e, par exemple, t'as un peu plus de 2 diaphes. Entre 1/50 et 1/25e, on gagne un diaph, entre 1/25 et 1/12e, on gagne un autre diaph, tu vois. Donc si on était ouvert à 2/8, on va fermer à un peu plus de 5/6 pour compenser la surexposition. Et si on veut rester à 2/8 pour garder une faible profondeur de champ, on utilisera un filtre ND avec une densité de 0,6, ça sera écrit 0,6 ND ou ND4. Si t'es pas au clair là-dessus, je t'invite à voir ma vidéo sur les filtres ND. Sinon, il faut juste retenir que quand on touche au shutter, on va agir sur l'exposition, il faudra compenser le gain ou la perte de diaph. Cet effet de shutter long n'est pas possible sur toutes les caméras numériques. Comme je disais, il est aussi très peu marqué sur les caméras pellicules, qui ne peuvent pas aller en dessous de 1/25e de seconde. Sauf si on combine cette technique avec une cadence plus lente et un procédé particulier, mais qu'on abordera plus tard, tu vas voir. On a vu shutter court, effet staccato, saccade, shutter long, motion blur, chelou. Il y a un autre effet de shutter, qui est impossible d'ailleurs réalisé en numérique, que j'ai découvert récemment. C'est la désynchronisation, j'arrive pas à le dire, c'est la désynchronisation volontaire du shutter par rapport au défilement de la pellicule. Normalement, on ouvre et on ferme le robinet lumière pendant la durée d'une image, tu vois. Alors que pour obtenir un effet de lumière bizarre, verticale, qui bave un peu, on ouvre et on ferme le robinet pendant la phase de défilement entre deux images. On fait couler un peu de lumière sur une image, un peu sur la suivante, on ferme, et on avance comme ça. C'est une technique utilisée par Douglas Millstone dans Full Metal Jacket pour créer un effet de bande rayonnante verticale sur les flammes. Ça appuie vraiment, tu vois, la sensation de délire du climax, ce côté surréaliste, aberrant de la guerre. Et c'est 10 ans après que Janusz Kaminski reprend cet effet pour certains plans d'Il faut sauver le soldat Ryan, puis sur Minority Report. C'est un truc de ouf quand tu y penses. Ça impliquait de demander au constructeur de dérégler sa caméra, d'intervenir sur la mécanique de l'appareil pour réaliser un effet d'image qui sera juste là pour quelques plans, et qui mobilise toute une caméra, tout un tournage. Je trouve ça tellement incroyable, c'est beau ce niveau de masteria technique et artistique, bravo, quoi. Maintenant qu'on a parlé des effets de shutter speed et du flou de bouger, on va parler des effets de cadence. Je vais commencer par le plus simple à comprendre, le ralenti. Le ralenti, le slow-mo, tout le monde voit ce que c'est a priori. Pour ralentir un plan en soi, tu peux utiliser la fonction speed sur n'importe quel programme de montage et réduire la vitesse de n'importe quel clip de 50%. T'auras un plan au ralenti.
Bon, je fais exprès de dire des sottises parce que si ton plan est tourné à vitesse standard, 25 images par seconde, le programme va essayer de calculer des images intermédiaires qui n'existent pas. Ça va créer un effet de ralenti pas fluide du tout. T'as des plugins, des IA qui peuvent générer ces images intermédiaires avec plus ou moins de succès. Mais nous, on parle de prise de vue d'images. Donc pour obtenir un vrai ralenti fluide, on va jouer sur la cadence en augmentant le nombre d'images par seconde de la caméra. Pour réduire la vitesse à 50%, on a besoin de capter au moins 2 fois plus d'images par seconde que notre cadence par défaut. Pour un projet en 25p, on va capter au moins 50 images par seconde. À 50p, tu peux voir que le mouvement est déjà beaucoup plus fluide. Plus tu tournes avec un framerate élevé, c'est-à-dire plus d'images par seconde, et plus tu peux allonger ce ralenti. Si tu tournes à 100 frames par seconde, tu peux réduire le clip à 25%. Maintenant, ça ne fonctionne que si la timeline de lecture est à 25 images par seconde. Si on était sur la timeline de Gemini Man en 120 images par seconde, on n'aurait pas du tout un effet de ralenti, au contraire. On serait en dessous de la vitesse standard du projet. Tu as certaines caméras qui sont spécialisées dans le ralenti, c'est le cas des caméras fantômes, qui peuvent capter en 4K presque 1000 images par seconde, et jusqu'à 10 000 images par seconde pour des résolutions moindres et pour d'autres applications que la fiction. Mais encore une fois, attention, le mouvement sera fluide, à condition de bien régler le shutter à une durée 2 fois plus courte que celle de la cadence. À 50 images par seconde, je dois avoir mon shutter réglé sur 1 centième de seconde. À 100 images par seconde, 1 200e de seconde. Derrière, comme je te disais, il faut pouvoir compenser la perte de diaph et la sous-exposition éventuelle. Je prends le cas extrême de la caméra fantôme, 1000 images par seconde, shutter à 1 2/1000e de seconde, tu perds plus de 5 diaph par rapport à du 1/50e classique. Autant dire que si tu tournes en studio ou de nuit, il va falloir vraiment envoyer le paquet de lumière et tourner avec une bête d'objectif. Donc un inconvénient qui découle des prises de vue cadence élevée comme ça, c'est bien sûr la quantité de données enregistrées par seconde qui explose. Les fichiers vont être plus lourds et il faudra des supports de stockage adaptés à l'écriture d'une prise de vue aussi rapide. Si tu tournes en pellicule, même chose, tu vas avoir besoin de beaucoup de pellicules. Le ralenti pose un problème de place. Selon ta caméra numérique, peut-être que tu pourras capter plus d'images par seconde, mais à une résolution moins importante que ta résolution initiale. Ce qui s'accompagne souvent d'un crop dans le capteur, une réduction de l'angle de champ et parfois de la qualité générale de l'image. En tout cas, la performance dépend de chaque caméra. Et c'est pour ça que ça peut être un critère à prendre en compte pour le choix d'une caméra en location ou à l'achat. Le ralenti, c'est une figure esthétique qui a été énormément commentée, qu'on utilise dans beaucoup de situations. On peut l'utiliser pour mettre en valeur le mouvement d'un personnage, le rendre impressionnant. On peut aussi étirer une émotion, étirer le moment crucial. Le ralenti nous enferme dans une bulle temporelle, une bulle esthétique. Comme si tout à coup le temps n'existait plus. Le ralenti nous rapproche un peu plus de la mort. La mort, c'est l'arrêt sur image. Faut juste se rendre compte que c'est un effet très particulier, donc il vaut mieux avoir une intention artistique bien campée pour l'utiliser. Après, je dis ça, mais il y a des cas particuliers, comme toujours. Son utilisation peut se justifier dans un pur souci de lisibilité, ne serait-ce que pour... Tu devines ou pas ? Pour filmer les séquences d'explosion, bien sûr. Donc pour des explosions, il vaut mieux viser une cadence autour de 100 images par seconde. L'étoile de la mort dans Star Wars, c'est 300 images par seconde. Maintenant, en dessous des 25 images par seconde, on va avoir un effet d'accélération. Si on capte par exemple 17 images par seconde, et que nos paquets de 17 images se succèdent les uns à la suite des autres, on va avoir un effet assez dynamique. Là aussi, c'est un bon réglage pour filmer des combats énergiques rapides.
Si on prend l'effet poussé à l'extrême et qu'on capte une image toutes les minutes, admettons, mis bout à bout, les images vont être extrêmement accélérées. On va avoir ce qu'on appelle un time-lapse. On va voir littéralement le temps qui passe sous nos yeux. C'est très différent comme impression que si on avait filmé à cadence normale et accéléré sur le programme de montage. Justement parce que la prise de vue est fragmentée et qu'on donne l'impression d'une continuité. Ça, c'est intéressant. Bien sûr, dans les effets d'accélération, t'as tout ce qui peut être effets spéciaux qui va en découler, quoi. Je t'ai dit qu'il y avait qu'en numérique qu'on pouvait faire du slow speed shutter, c'est-à-dire aller dans des vitesses d'obturation en dessous de 1/25e de seconde. Et pourtant, on trouve cet effet dans beaucoup de films des années 90 et 2000 tournés sur pellicule. À commencer par Chungking Express, filmé par Christopher Doyle et Andrew Lowe. Comment est-ce qu'ils ont fait, les gars? Un truc à bien comprendre sur le shutter en angle, en 2010, utilisé par les caméras pellicules. Je t'ai dit qu'ils avaient un avantage, c'est pas besoin de se prendre la tête sur le fait de régler la vitesse d'obturation manuellement en secondes. Mais ça veut pas dire que la durée d'exposition ne varie pas, hein. Elle varie à partir du moment où la cadence varie aussi. Quand ma cadence est à 24 images secondes, avec un shutter à 180 degrés, ok, ça nous fait une durée d'exposition 2 fois plus courte, 1/48e de seconde. Mais à d'autres cadences aussi, c'est 2 fois plus court. Tu vois, à 100 images par seconde, on a une durée d'exposition de 1/200e de seconde. Maintenant, si je prends le 8 images par seconde de Chungking Express, ça nous fait du 1/16e de seconde. Et si ces 8 images par seconde, plutôt que les mettre bout à bout, on les recopiait chacune 3 fois, on y tirerait alors ces 8 images secondes sur notre vitesse standard, 24 images secondes. On retomberait sur une vitesse normale, quoique saccadée forcément, avec un shutter qui n'est pas de 1/48e de seconde, mais bien de 1/16e de seconde. Slow speed shutter. C'est exactement ce qu'ont fait les chefs opérateurs de Chungking Express avec ce procédé qu'on appelle le step printing. Donc c'est une figure esthétique qu'on a aussi beaucoup vue dans les films de Tony Scott. Il adorait jouer sur ça, hein. Tu regardes Man on Fire, Domino, Déjà Vu, c'est bourré de step printing. Dès qu'il y a un moment de tension, voire d'angoisse extrême, c'est un effet qui fonctionne bien sur quelques blancs. Ça suggère la confusion, l'angoisse, c'est expressif, hein. Pour tourner cet effet en numérique, on a besoin de l'option undercranking, c'est-à-dire de pouvoir descendre la cadence en dessous des 24 images par seconde. Je te fais la démo avec une caméra Blackmagic, je filme à 8 images secondes, 180 degrés. Évidemment, au montage, j'ai un effet d'accélération, parce que mes paquets de 8 images, ils se succèdent. Je dois dire au programme « Attention, ce plan est à 8 images secondes dans ses options de vitesse ». Et là, bim bam boum, j'ai mon effet de step printing. De la saccade avec beaucoup de flou de bouger. Entre ces effets de shutter ou de cadence dont je t'ai parlé, il y a bien sûr la possibilité d'expérimenter avec les deux effets en même temps. D'essayer des combos, tu vois. Donc dans le film Gladiator, John Mathison utilise un combo d'effets de step printing, mais avec une vitesse d'obturation courte. Visuellement, on a le côté brouillon du step printing à 6 images par seconde, qui permet de partager la confusion, le chaos, le désordre dans cette scène de bataille, mais avec un shutter court pour dynamiser les coups d'épée, partager un peu plus la brutalité du truc. Shutter 1/200e, 45 degrés. Et à côté de ça, t'as aussi du step printing traditionnel. Donc créativement, il y a beaucoup de choses à expérimenter, que ce soit sur le shutter, la cadence, dans un sens, dans l'autre, ou combiné. C'est aussi des effets qui se montent très bien les uns avec les autres. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras découvert quelques trucs et t'as encore assez de Doliprane. Si t'es étudiant dans un de mes cours, sache que c'est très important de bien comprendre tout ça et d'être capable de justifier les compensations de diaph. N'hésite pas à réagir en commentaire aussi, à partager des exemples de films sur lesquels t'aurais vu certains effets, peut-être même des films à toi. Sur ce,
je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!